Il y a une sorte de schizophrénie presque de la France qui d'un côté se tourne vers Israël pour la protection, mais d'un autre côté ne reconnaît pas Israël à Jérusalem. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Kalfon. Maître Yom Tov Kalfon, bonjour Yom Tov, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a sollicité pour deux dossiers importants. Le premier, il est plutôt, on va dire, diplomatique. Le second, il est entièrement politique, certains diront religieux, mais on ne va pas entrer dans ces considérations. En tout cas, je voudrais que l'on parle d'abord du dossier diplomatique qui se rapporte au consulat général de France à Jérusalem. Le ministre israélien des Affaires étrangères a réclamé sa fermeture au moment où la France a reconnu l'État palestinien, donc en septembre dernier. Depuis, eh bien, on va dire, il y a eu des manifestations, il y a eu des protestations, une petite protestation, on va dire, inoffensive de la part d'un député, Ohad Tal, devant le consulat général de France en faveur de sa fermeture. Et tout cela a suscité, on va dire, une sorte de colère ou d'inquiétude de la part des autorités françaises qui ont réclamé un renforcement de la sécurité autour du consulat général de France à Jérusalem. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette tension entre Israël et la France, en particulier aujourd'hui avec le consulat général de France? Tous les Daniel, c'est le fruit d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que le consulat général de France à Jérusalem se trouve à Jérusalem, en territoire israélien, et a même demandé la protection donc de la police israélienne, s'est tourné vers le ministre des Affaires étrangères israélien pour assurer sa protection, mais pourtant ce consulat ne se considère pas être en Israël, puisque au niveau de son action diplomatique se concentre sur les territoires palestiniens. Les lettres de créance du consul ne sont pas déposées chez le président israélien, mais chez le président palestinien Mahmoud Abbas. Et donc il y a une sorte de schizophrénie presque de la France qui d'un côté se tourne vers Israël pour la protection, mais d'un autre côté ne reconnaît pas Israël à Jérusalem, alors qu'encore une fois je précise, le consulat est à Jérusalem-Ouest, sur un territoire qui est en totale souveraineté israélienne au regard du droit international, de toutes les instances, puisque ce sont les frontières de 1948 et pas de 67. Et pourtant, on a cette situation et ces députés israéliens, puisque le sujet a commencé à faire du bruit, notamment après la reconnaissance donc française de la Palestine par Macron il y a quelques mois. Les députés israéliens ont commencé à se saisir du dossier, ont même fait une sorte de visite parlementaire sur place. Il y a une sorte d'altercation entre un député Ohad Tal et apparemment un représentant du consulat. Mais là, ils sont dans leur droit. Je pense un député a le droit de se rendre sur place pour voir une situation qui est anormale, totalement anormale, qui pourrait être réglée par la France. Tout simplement que la France considère ce consulat comme un consulat se trouvant en territoire israélien, puisqu'en plus il donne des services essentiellement à des Israéliens. Plus de 20 000 ou 25 000 même, en fait, franco-israéliens sont à Jérusalem et dans la région et reçoivent des services de ce consulat, alors que il y a seulement, je crois, 300 Palestiniens qui auraient la nationalité française dans la région. Et donc, il devrait tout simplement considérer ce qui est la réalité. Cet endroit se trouve en Israël, donne un service à des franco-israéliens et donc est censé être le consulat général de France à Jérusalem en Israël. Et s'ils veulent ouvrir un bureau, un consulat pour les Palestiniens, ils peuvent le faire à Ramallah, où se trouve le siège de l'autorité palestinienne, et il y aura beaucoup plus de cohérence dans tout ça. Alors donc vous n'êtes pas, vous, pour la fermeture de ce consulat, mais pour, on va dire, une réorientation du consulat avec l'ouverture d'un consulat à Ramallah qui gérerait les affaires des franco-palestiniens et celui de Jérusalem conserverait le privilège de s'occuper des dossiers des Israéliens qui sont de nationalité française également. C'est cela? Ça serait la solution, je crois, la plus logique. Maintenant, si la France s'entête dans cette position de presque d'ingérence, d'avoir un consulat en territoire souverain israélien pour servir une entité ennemie de facto d'Israël, je comprends qu'Israël agisse pour sa fermeture, parce que ça peut pas continuer une situation pareille. Et puis ce serait un geste d'une certaine manière diplomatique assez fort. En tout cas, merci beaucoup de Yom Tov d'avoir réagi sur ce dossier. Je voudrais qu'on aborde maintenant le dossier politique de cette semaine, qui est un dossier
brûlant, un dossier qui fait polémique en Israël depuis de nombreuses années, et en particulier autour de la guerre, après, en particulier avec la fin de la guerre, le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et je voudrais avoir votre appréciation sur la loi que propose Boaz Bismuth, le député Likoud, président de la Commission des Affaires étrangères, et qui est apparemment accepté par au moins une partie des orthodoxes, pas tous d'ailleurs, c'est important de le souligner. Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une brèche, une ouverture qui légaliserait au moins pour la première fois l'enrôlement de quelques milliers d'élèves de yeshivot? On sait dans cette loi, vu elle fait polémique d'ores et déjà, il va y avoir beaucoup de populisme de part et d'autre de l'opposition comme de la coalition. Pour un peu déceler le vrai du faux dans tout cela, il va falloir rentrer dans les détails de la loi et les chiffres, parce que on entend déjà Netanyahou présenter ça comme une révolution, où il prend tous les chiffres jusqu'en 2030, les arrange un petit peu pour faire croire qu'il y a un grand nombre d'ultra-orthodoxes qui vont s'enrôler. De l'autre côté, l'opposition qui parle de loi de non-enrôlement justement, et qui donnerait une exemption totale des ultra-orthodoxes. Donc j'ai été personnellement membre de la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset lorsque j'étais député. J'ai travaillé sur les précédentes moutures de cette loi, et donc je connais un petit peu les chiffres. Et au niveau des chiffres, il faut être cohérent. Ce n'est pas du tout une révolution. Ce n'est pas non plus zéro, mais on a vraiment une très très légère évolution. On parle de 8000, en fait, ils ont arrondi les choses à 8000 sur un an et demi, donc de début 2026 à juin 2027, ce qui fait 5400 par an. À cela, il a été rajouté tout un tas de clauses qui vont réduire ce chiffre. Par exemple, dans ces 5400 étaient inclus les ultra-orthodoxes qui servent dans le Sherut Leumi, le service national, dans Zaka, les pompiers, les choses dans ce genre. Et donc, c'est pas des combattants de Tsahal, mais on enlève déjà 10% de ce chiffre, on arrive autour de 4900. À part ça, les sanctions qui sont prévues dans cette loi, ne sont pas des sanctions totales, mais des sanctions partielles, ne seront en vigueur que si on n'arrive pas à 75% du chiffre. Donc, si on est à 75%, ça marche. Donc, c'est plus 4900, il faut enlever 25%, vous êtes déjà autour de 4000. Voilà. Aujourd'hui, on est déjà entre 2500 et 3000 Haredim qui s'enrôlent. Donc le 4000 n'est pas très loin. Et une autre clause qui a été rajoutée et qui fait aussi débat, c'est que qui sont les Haredim? Selon cette loi, ce sont seulement les personnes qui, dans leur cursus scolaire, ont fait 2 années de yeshiva Haredit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des gens qui auraient fait 2 années, mais qui après seraient plus Haredim, seraient ce qu'on appelle en hébreu Yotzim Besheela, et après rentreraient logiquement à l'armée, seraient inclus dans les chiffres des ultra-orthodoxes, alors ils ne sont plus du tout ultra-orthodoxes. Donc, vous voyez, donc, ce qui veut dire qu'on parle d'une situation de 2500, 3000 qui existe d'ores et déjà, à peut-être 4000 avec plein de petites, j'ai envie de dire, de chiffres arabais. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un changement majeur, et c'est très loin, surtout des besoins de Tsahal. Alors, on est à l'approche, de manière irréversible de prochaines élections. Ça doit intervenir dans le courant pardon, de l'année 2026. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, face à ce dossier qui est extrêmement brûlant, ce sera probablement l'un des dossiers majeurs de la campagne électorale, est-ce que vous pensez que le moment est venu peut-être de trouver une formule, une sorte de gouvernement ou de coalition après les élections qui rassemblerait, on va dire, tous les partis sionistes et qui mettent de côté, ou en tout cas qui limitent, on va dire, le pouvoir des orthodoxes, de manière à imposer d'une certaine manière que le monde orthodoxe rentre à l'intérieur de la société israélienne pleinement et que l'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation où finalement, pour quelques mois, on risque de gagner quelques mois de gouvernement, mais sur le fond, on n'a pas réglé le problème de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Oui, vous avez raison sur ça, Daniel. La loi actuelle ne règle pas le problème. Pas le problème, j'ai envie de dire, c'est pas le problème de l'enrôlement des yeshivot, c'est le problème de Tsahal. Tsahal manque de 12 000 hommes. Ça a été dit clairement par le général responsable, qu'on appelle le Rosh Aka, le général responsable Du personnel. des ressources humaines, à Tsahal, dit qu'il a besoin de 12 000 hommes. Et tant qu'il n'a pas ces 12 000 hommes, c'est pour ça que les gens font 200, 300, 400 jours de Milouim sans s'arrêter, parce qu'il manque des hommes dans Tsahal. Vous savez, il y a en tout plus de 80 000 ultra-orthodoxes qui sont dans les âges de rentrer à l'armée aujourd'hui. On ne demande pas de rentrer ces 80 000 armées, je serais le premier à m'y opposer, on est pour l'étude de la Torah, etc. Et personne ne parle d'enrôler les 80 000. Mais l'armée a besoin de 12 000. Vous savez, ça fait même pas 15% de tout ce potentiel qui existe. D'en enrôler que 4 000, ce n'est pas assez.
Donc, moi, j'aurais bien voulu que ça se fasse en concertation avec les ultra-orthodoxes, même avec leur bracha, avec leur accord. Après tout, il n'y a pas plus grande mitzvah au monde que de faire l'armée et de défendre le peuple juif face à un danger. C'est le Shulchan Aruch, c'est le Rambam, toute personne qui a déjà ouvert un livre de Torah sait qu'il n'y a pas une plus grande mitzvah que de faire l'armée et de défendre le peuple juif. Et donc, il faudrait tout simplement que les chiffres augmentent et qu'on ne fasse pas une sorte de salade au niveau des chiffres, nous, à faire avec des grandes annonces et qu'on arrive à quelque chose de plutôt cohérent qui correspondrait aux besoins de Tsahal. Et le reste des ultra-orthodoxes, donc il y en aura encore plus près de 70 000, continueront d'étudier la Torah, tout simplement. Et ça n'a pas lieu avec cette loi. Alors, est-ce que vous me dites la solution politique serait que ça vienne d'un autre gouvernement? Peut-être que c'est ce qu'il va falloir faire et qu'un autre gouvernement, tout simplement, sans, je suis contre personnellement les propos trop qui s'opposeraient trop aux ultra-orthodoxes, qui les remettraient en cause de manière trop virulente. Je pense pas que ça soit productif, mais je pense qu'il faut tout simplement le dire de manière claire, comme on parle à un frère, et lui dire, on a besoin de toi, le peuple a besoin de toi, et à part ça, c'est une très très grande mitzvah, comme nous l'avons dit. Venez, on trouve une solution pour à la fois permettre la poursuite de l'étude de la Torah et l'enrôlement à l'armée, comme le font très bien d'ailleurs, le fait très bien le public sioniste religieux, qui sait allier parfaitement les deux. Alors, une dernière question, j'essaye de vous la poser régulièrement, mais là, comme on approche effectivement de l'année électorale, je vous la repose. Il y a un espoir de vous retrouver dans la prochaine Knesset, la 26e Knesset, si je ne m'abuse? Ah, vous savez, notre hymne national, c'est l'espoir. Donc, des espoirs, il y en a toujours. Je ne crois pas que ce soit d'actualité, mais comme on dit, Dieu est grand et les élections sont encore à l'échelle israélienne. Vous savez, c'est dans un peu moins d'un an. C'est presque une éternité à l'échelle de l'actualité En israélienne, politique israélienne, qui, comme vous le effectivement. savez. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Kalfon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez été député à la Knesset pendant plusieurs années dans le parti Yamina, et je vous remercie de nous avoir exprimé vos avis très clairement sur ce dossier du Consulat général de France à Jérusalem et sur la loi sur la conscription des élèves des yeshivot. Merci Yom Tov, à bientôt. Merci à vous, Daniel.